Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à tous dans cette session aujourd'hui consacrée au système d'intelligence artificielle et plus particulièrement sur le sujet de la classification de ces systèmes en niveau haut risque et les dernières nouveautés qui sont apparues ces derniers jours de la part de la Commission européenne. On va rentrer plus dans le détail. Alors, nous sommes, pour commencer, donc moi-même, Jérôme de Mercey, je suis cofondateur de Dastra, et je m'occupe de l'ensemble de l'accompagnement des clients sur la plateforme, mais aussi du produit. Je suis ancien juriste au sein de la Commission nationale informatique et liberté, et depuis, nous essayons avec Dastra de fournir une solution pour couvrir ces sujets de la conformité sur la donnée, à la fois sur la partie privacy, RGPD, mais aussi sur le règlement sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne. Je suis accompagné de Leïla Seissa, qui est parmi Pardon. nous, notre experte sur le sujet. Leïla, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Leïla, Legal Content Manager chez Dastra. Donc, je m'occupe des nouveautés, typiquement comme celle sur l'IA, d'inclure ces nouveautés réglementaires dans le produit et décortiquer un peu toutes ces complexités réglementaires. Alors, Euh, oui, vas-y, tu voulais continuer? Non. non, non, vas-y. Ouais. Alors peut-être juste pour vous donner en quelques mots aussi, qu'est-ce que c'est que Dastra? Donc Dastra, nous sommes un éditeur de logiciels, donc un logiciel SaaS, qui justement met en musique tout ce travail de la conformité sur la donnée, à la fois pour se conformer aux règles de protection des données personnelles, que sont le RGPD. On va pouvoir tenir son registre des traitements, on va pouvoir cartographier toutes ces données, l'utilisation de ces données, mais aussi collaborer autour de la plateforme pour pouvoir documenter sa conformité. Tout cet écosystème autour de la conformité sur la donnée se réunit dans la plateforme et en particulier des ponts entre la conformité sur la protection des données, la conformité sur les systèmes d'IA, voilà, et aussi d'autres normes aussi qui peuvent s'adjoindre aujourd'hui à la conformité sur les données, que ce soit en termes de cybersécurité, par exemple, où il va être nécessaire pour les organisations d'avoir des vues du pilotage, de la valorisation aussi de cette activité et des outils métiers pour les personnes qui s'occupent de la conformité en interne. Donc c'est vraiment tout l'objectif de Dastra. Aujourd'hui, nous sommes voilà une société française, avec une extension à l'international, en Europe, et plusieurs centaines de clients bien évidemment, qui regroupe plus de 4000 organisations, plusieurs milliers d'utilisateurs. En tout cas, je vous invite à vous rendre sur le site d'astra.eu pour en savoir plus. L'objet de notre webinar aujourd'hui, c'est de vous parler donc de ces lignes directrices qui sont sur le niveau haut risque au sens du règlement sur l'IA. On va aborder 5 points, on va se donner un peu moins d'une heure jusqu'à maintenant. Pourquoi déjà ces guidelines? Qu'est-ce que l'on va retenir de ces guidelines? Et en particulier, quel principe général il faut avoir en tête pour opérer cette classification? Le règlement sur l'IA donne des lignes assez strictes sur ce qu'il faut entendre dans la classification au risque et qui sont détaillées à travers deux voies de qualification qu'on va avoir ensemble. Enfin, on rappellera aussi le calendrier et quelques points de vigilance avec notamment aussi des infographies très utiles qu'on pourra vous parcourir à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les formuler aussi à travers le chat, qui est présent sur l'interface. Vous avez aussi un Q&A pour ceux qui le souhaitent. Alors, pourquoi déjà ces lignes directrices? Il faut rappeler que ces lignes directrices sont prévues
par donc le règlement sur l'IA, donc au sens de l'article 6 de ce règlement. L'article 6, c'est celui qui va couvrir justement les systèmes d'IA classifiés comme étant à haut risque. Ces lignes directrices, elles doivent être délivrées par la Commission européenne et en particulier le AI Office, donc le bureau de l'IA au sein de la Commission européenne qui a en charge déjà, qui a déjà délivré un certain nombre de lignes directrices et qui a pour objectif d'aligner, un peu d'éclaircir les organismes sur comment on va appliquer ces règles-là. C'est un peu comme le DPB, le Comité européen de protection des données que vous retrouvez au niveau du RGPD. Vous avez à peu près cet équivalent au niveau de la Commission européenne, sauf que là, on est vraiment dans une instance de la Commission, pour le coup. Alors, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ces lignes directrices, on les attendait déjà depuis quelque temps. Elles sont un peu en retard. C'est aussi pour ça que le calendrier est un peu reculé. Ces lignes Mhm. directrices sont aussi en projet. Il y a déjà eu des consultations préalables pour aboutir à ce résultat, mais il y a un projet, ce projet qu'on va évoquer aujourd'hui est encore soumis à consultation pour quelques ajustements. Mais il faut savoir qu'effectivement, on est à peu près quand même proche de la version finale. En tout cas, dans les grandes lignes, il y aura peut-être des exemples complémentaires qui pourraient être apportés pour apporter de la clarification sur certains secteurs. On pourra l'identifier. Donc clarifier, c'est vraiment l'objectif de ces lignes directrices sur ce que c'est un système d'IA à haut risque. Voilà. Et un rappel, ces lignes directrices, c'est du droit souple, comme toutes les lignes directrices qui émanent donc des différentes autorités. Et le seul élément vraiment contraignant, c'est un, le texte du règlement sur l'IA, et deux, effectivement, l'interprétation que peut en faire la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le seul Mhm. organisme à pouvoir donc avoir une vision finale de l'interprétation de ce texte. Ces lignes directrices couvrent la classification, des exemples pratiques, et puis on va voir un peu en détail, mais des interprétations de la destination des systèmes d'IA qui couvrent cette classification. Alors, ça ne couvre pas des obligations de conformité particulières sur ces systèmes d'IA à haut risque. Toutes les obligations qui découlent du fait qu'on soit classifié comme système d'IA à haut risque ne sont pas couvertes dans ces lignes directrices. Ici, on est vraiment sur la question même de savoir est-ce qu'on est un système d'IA à haut risque ou non. Et ce qui est pourquoi c'est important? Parce que la majorité, la grande majorité des obligations du règlement sur l'IA concernent ces systèmes d'IA qui sont à haut risque. Et Alors voilà. surtout, Mm, on mm. attend des lignes directrices qui vont venir en fait compléter celles-ci et qui se couvriront les obligations elles-mêmes dans un autre projet en fait. Mm. Alors, quelques rappels sur la timeline. Vous avez ici la nouvelle timeline qui est dégagée depuis la réforme Digital Omnibus on AI, donc qui vraisemblablement, sauf tempête, ne devrait pas, enfin devrait en tout cas arriver et être votée puisque l'accord a été trouvé entre les différentes Mhm. instances européennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA à haut risque, et les différentes obligations ont été décalées du 2 août 2026 à 2 décembre 2027. Pour une partie, on va le voir, donc la voie 2, et on va Mhm. l'appeler comme ça, et puis pour la voie 1, donc tout ce qui est produit, c'est 2 août 2028, 6 mois plus tard. Voilà, vous avez aussi un autre délai pour 2030, comme il y avait déjà aussi pour les systèmes déployés par les autorités publiques. Mais vous avez évidemment ces délais pour se mettre en conformité aussi, le temps qu'on interprète aussi ces lignes directrices qui sont ici, puis qu'elles nous permettent de faire ce travail. Alors, c'est important ces systèmes d'IA au risque, puisque ça va concerner globalement deux types d'acteurs en majorité, qui sont les fournisseurs essentiellement et les déployeurs. Donc la majorité des obligations revient aux fournisseurs en termes de documentation de son système d'IA, et en tant que déployeur, on a aussi des responsabilités au niveau de ces systèmes d'IA au risque qui sont prévus. Pour le cas des distributeurs importateurs, c'est vraiment des aspects plutôt vraiment de marché. Pour le coup, il n'y a pas énormément d'obligations, hein. La majorité va se concentrer sur les fournisseurs et les déployeurs. Et ce qui est important à relever ici, pardon Jérôme, Hmm. je complète, Oui, c'est vas-y. juste que
on a souvent tendance à dire, surtout quand on est déployeur, que ça va toujours être la responsabilité du fournisseur de gérer tel ou tel point de conformité. Sauf qu'ici, ce qui est important à retenir, c'est qu'un déployeur peut devenir fournisseur dans certains cas. Si, par exemple, il appose sa marque sur un système à risque déjà sur le marché, ou bien s'il effectue une modification substantielle d'un système duquel il est déployeur, il n'est pas fournisseur initialement de ce système, mais s'il effectue une modification substantielle d'une manière qui va venir en fait modifier le système pour le rendre à haut risque, en fait, pour qu'il rentre dans les catégories que nous allons voir justement et qui définissent et qui qualifient ce système de haut risque. Dans ce cas, le déployeur devient fournisseur. Donc, c'est important aussi de savoir de garder en tête cette modification de la chaîne de valeur qui s'opère ici, dans ces cas où le déployeur devient fournisseur et dans ce cas doit être en conformité en fait sur les obligations du fournisseur. Mm. Voilà. C'est une sorte de requalification en fait Mm. qu'il faut garder en tête. Alors, il y a... Alors, ces lignes directrices, elles se structurent en 3 documents, si vous allez les consulter. Vous avez un premier document qui est de principes généraux, des généralités, très court. Et puis vous avez 2 sets de documents qui sont beaucoup plus denses, puisque vous avez 160 pages à peu près en tout, qui vont être des exemples un peu fournis, qui vont détailler chaque cas d'usage sur les 2 voies qu'on va voir après. Donc que ce sont les produits ou composants de sécurité dans les systèmes d'IA ou les différents cas d'usage spécifiques qui sont prévus donc par l'annexe 3 du règlement sur l'IA. Alors, il y a quand même un principe important qui va permettre, et toujours une ligne directrice qu'il faut avoir en tête quand on va essayer dans cette classification des systèmes d'IA à haut risque. La première chose qu'on doit avoir en tête, c'est est-ce qu'on est face à un système d'IA? Ça, c'est toujours très important de le rappeler. Mhm. Il y a eu des guidelines spécifiques qui sont sortis et on a fait beaucoup de documentation dans Dastra. Vous avez aussi des questionnaires spécifiques qui vous aident à qualifier votre système pour bien vérifier que vous êtes dedans. Est-ce que mon système que je décris est bien un système d'IA? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un algorithme de base, une suite mathématique qui va me permettre d'aboutir à un résultat? N'oublions pas, l'IA, c'est la capacité d'inférence, de déduction, et c'est ce qui fait véritablement toute sa particularité et qu'il faut avoir en tête. Hein, je vous renvoie ici à un autre webinaire qu'on a fait ou à notre documentation interne. Ensuite, la clé importante qu'il faut avoir, et c'est comme tout, c'est toujours l'usage. À quoi ça va servir mon système d'IA? Et l'usage est vraiment la destination donc de ce système, à quoi ça va servir. C'est ça qui va être déterminant dans la classification du système selon la grille de risque du règlement sur l'IA. Vous avez des systèmes qui sont interdits, vous avez des systèmes qui sont à haut risque, et vous avez des systèmes qui nécessitent une certaine transparence. Et bien, pour savoir dans quel cas mon système se situe, eh bien, c'est toujours à quoi va servir mon système. Hein. C'est toujours ça le point de départ. Cette destination, elle est toujours spécifiée, elle ne peut pas faire l'objet de quelque chose de flou, c'est-à-dire qu'un système d'IA on doit toujours savoir à quoi il sert globalement. Hein. C'est un peu comme la durée de conservation, les finalités dans les traitements. On ne peut pas avoir des choses on ne sait pas à quoi ça sert. On ne peut pas les garder. Donc il y a toujours un objectif. C'est ça qui est essentiel de retenir. Cet objectif doit être documenté. Hein. Il doit être documenté. Et plus, si on l'a documenté, on sait que c'est un système d'IA au risque. Et puis en fait, si on a un système d'IA au risque, on doit le documenter. Donc en réalité, il vaut mieux documenter l'ensemble de ces cas d'usage de l'utilisation de ces systèmes d'IA pour savoir si on est ou non dans un système d'IA au risque. C'est pour Mhm. ça que nous, chez Dastra, on recommande de mettre en place des registres de systèmes d'IA et de documenter l'ensemble de vos systèmes pour savoir lesquels sont au risque ou non, puisque tout dépend de l'usage que l'on va en faire. C'est un peu comme les AIPD. Si on ne sait pas dans ces traitements lesquels de ces traitements répondent à différents critères de risque, eh bien, quand bien même tous ne sont pas concernés, il faut quand même faire cette évaluation pour l'ensemble. Alors, évidemment, une limitation importante qu'il faut avoir en tête, parce qu'il y a des juristes dans la salle, et puis on est juriste, on peut se dire, non, mais en fait, moi, je veux encadrer strictement mon système et dire que, quelle qu'en soit la situation, mon système ne sera pas un système d'IA à haut risque et je vais clairement l'indiquer dans une clause d'exclusion du contrat qui me lie avec mes clients si je suis prestataire. Sachez que les lignes directrices ici mettent
effectivement ce sujet-là en évidence en disant que cette clause-là n'est pas suffisante pour empêcher la classification d'un système d'IA au risque. Il faut vraiment avoir des éléments beaucoup plus, je dirais, matériels que une simple clause juridique qui va empêcher l'utilisation. Le contrat n'empêche pas forcément l'utilisation. C'est un des éléments importants, bien évidemment, mais en tout cas, il y a toute une destination dans l'usage qui doit être aussi programmée, je dirais, au niveau du système d'IA pour que ça réponde. Hein, on est vraiment ici sur la même logique. Voilà, on ne peut pas dire que ma base de données répond au consentement ou que vous consentez de manière globale dans les CGV. C'est la même chose. Il faut toujours avoir des éléments un peu plus spécifiques. On se méfie des clauses contractuelles et donc on a aussi une maîtrise de ces clauses contractuelles sur les systèmes d'IA au risque. Attention, on parle bien des systèmes d'IA au risque, hein, bien évidemment. Ensuite, donc ça, c'est les principes généraux de classification. Et ce qui est aussi important ici à retenir, c'est que cette qualification, en fait, c'est le fournisseur qui est chargé de dire s'il estime que son système est considéré avoir des use cases ou des usages considérés à haut risque ou pas. Donc, c'est un peu le fournisseur qui va venir faire cette sorte d'auto-évaluation qui lui incombe finalement. Mais elle reste sous supervision des autorités. Donc, comme Jérôme vient de dire, si le fournisseur va venir exclure tout simplement dans un contrat, alors que l'autorité va venir voir que l'utilisation du système, la documentation technique ou toute autre documentation ou même usage concret du système montre qu'il tombe dans des cas de système d'IA à haut risque, dans ce cas, l'auto-évaluation faite par le fournisseur, elle n'aura pas, elle ne tiendra pas en fait devant l'autorité. Euh, et encore, ça reste pas uniquement le problème du fournisseur, parce que le déployeur, comme on l'a vu avant, peut devenir fournisseur dans certains cas. Donc, toujours garder en tête cette requalification qui est possible en termes de, de fournisseur, déployeur ou autre. Hmm. Alors, deux voies de classification hein, qui sont spécifiquement portées par l'article 6 du règlement sur l'IA. Vous avez en gros deux grandes familles. L'annexe 1, l'annexe 3. Alors, je propose qu'on passe un peu en détail ces éléments-là. Et là, Oui, tu vas avoir oui. cet exercice. Un sur ce que sont que les produits réglementés. Et donc, Mhm. dans quel cas les produits qui sont réglementés sont des systèmes d'IA au risque. Et puis deux, les cas d'usage qui sont spécifiquement listés. Exactement. Sachant que dans les deux cas, dans ces deux voies, la logique qui est présente, ça reste celle de l'approche basée sur les risques. Donc, si un cas d'usage est, par exemple, peut tomber dans un des domaines qui sont listés, alors que le système ne pose pas forcément de risque pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, alors il faut repenser la qualification. Donc voilà, il y a toujours cette approche de baser sur les risques dans les deux voies et dans tous les actes d'ailleurs. Mm, Mais c'est important de toujours revenir à cette notion parce qu'on va voir que lorsqu'il n'y a pas de vrai risque, eh bien, on peut être exempté de cette qualification. mm, Donc, si on commence avec la première voie, qui est donc celle de l'article 6.1 et l'annexe 1. Comme disait Jérôme, en fait, ici, c'est vraiment la notion de produit ou de composant de sécurité. Donc, dans cette voie, il y a deux conditions qui sont cumulatives. Donc, l'une ne peut pas aller sans l'autre. En fait, elles doivent être réunies simultanément. Et la première, c'est le lien avec la législation d'harmonisation de l'Union. Donc ici, le système doit soit lui-même être un produit, soit être un composant de sécurité d'un produit qui est couvert par la législation d'harmonisation de l'Union, qui figure à l'annexe 1 de l'AI Act. En fait, on aura une liste dans l'annexe qui est exhaustive d'ailleurs, et qui est tout simplement une liste de plusieurs lois qui sont couvertes sous la législation d'harmonisation de l'Union, principalement par rapport aux produits, à la régulation de ces produits dans le marché, pour uniformiser en fait la mise en marché, sur le marché de ces produits, pour qu'ils soient sûrs, pour qu'ils soient conformes. Donc voilà, l'annexe va donner cette liste exhaustive. Et le système doit soit être un produit, soit un composant de sécurité d'un produit qui est donc couvert par cette annexe 1. Euh, Sachant que en fait, les cas d'application sont très divers, donc la commission va donner quelques exemples dans ce projet de ligne directrice, mais elle ne va pas non plus lister
la totalité en fait des exemples, comme c'est très très divers. Euh, euh, Ce qu'elle va faire plutôt, c'est donner des critères qu'elle a nommés horizontaux de classification qui vont s'appliquer à tous les secteurs, que ce soit les machines, que ce soit les jouets, que ce soit les dispositifs médicaux. Donc, c'est plutôt une vision un peu horizontale des critères que nous allons voir, plutôt que, une liste vraiment exhaustive de tout ce qui peut être couvert ici. Sachant que les lignes directrices doivent se lire ici conjointement avec le guide bleu de l'Union européenne qui est sorti en 2022 relatif à la mise en œuvre donc de cette réglementation de l'UE sur les produits euh, et qui va sûrement donner beaucoup plus de détails en fait par secteur plutôt que c'est ce projet de ligne directrice ici. Donc la Commission renvoie à ce guide bleu euh, pour aller chercher davantage de détails et d'informations et donc ils doivent être lus ensemble. Euh, et la seconde condition ici, c'est une fois qu'on a vérifié que le produit est soit lui-même, soit un composant de sécurité d'un produit qui est couvert donc par cette législation d'harmonisation qui est couvert dans l'annexe 1, il faut savoir si le produit doit faire l'objet d'une évaluation de conformité par un tiers également en vertu de cette législation de l'annexe 1. Donc, tout se lie en fait en comparaison avec cette législation-là. Et si le produit dans cette législation doit faire l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme tiers, dans ce cas, euh, le cumul de ces deux conditions résulte à la qualification en fait du système en système d'IA à haut risque. Ici, pour savoir quel est l'organisme et surtout si c'est un organisme tiers et avec, comment dire, qui doit être notifié, qui ne doit pas être notifié. En fait, ici, il y a tout un niveau de détails dans lequel on ne peut pas forcément rentrer dans ce webinaire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais l'AI Act s'appuie sur les modules d'une décision de 2008 euh, qui, euh, qui sépare en fait cette vision un peu par secteur de cette question de savoir si le produit doit faire objet d'évaluation de conformité ou pas, Euh, sachant que ces différents modules en fait impliquent tous la notification d'un organisme ici pour l'évaluation de conformité, sauf le module A. Donc, dans tous les cas, on peut renvoyer ici en fait aux guidelines, au guide bleu et à cette décision de 2008 qui constitue quand même un gros paquet qu'il faut aller vérifier dans cette régulation de ces produits. Mais en tout cas, si on revient vraiment à cette vision de l'AI Act, qui est ce cumul des deux conditions pour satisfaire la qualification d'un système à haut risque, c'est vraiment ce que vous voyez devant vous, donc le cumul de ces deux conditions. Euh, Si on voit un peu plus en détail, en fait, sur la première condition, sur le fait de savoir si c'est un produit en composant de sécurité, qui est donc régulé par la législation d'harmonisation de l'Union. Euh, Ce qui va faire foi ici, c'est l'article 3, 14 de l'AI Act, donc l'article 3 qui donne toutes les définitions des notions que nous allons voir dans l'AI Act. C'est vraiment cette définition-là qui fait foi ici. Euh, donc, ce qu'on a déjà dit, c'est que la qualification d'un système d'IA à haut risque ici dépend de savoir si le système va tomber sous le scope d'une de ces lois. C'est une liste exhaustive, donc c'est pas, en fait, on pourra rajouter de nouveaux produits ou on pourra supprimer certains produits ou certains produits de la liste uniquement en modifiant le champ d'application de la législation elle-même ou bien en ajoutant d'autres lois à l'annexe 1 de l'AI Act. Mais dans tout cas, ça doit être fait par des actes délégués de la Commission ou encore en suivant le processus législatif de l'Union européenne pour modifier le champ d'application de la loi elle-même. Donc, c'est pas très simple non plus d'avoir une modification de cette annexe-là, mais c'est possible. Donc, à savoir que ça pourrait évoluer, mais pour l'instant, ça reste une liste exhaustive. Euh, le système d'IA ici, en fait, peut être soit un standalone, c'est-à-dire que le système peut être mis sur le marché tout seul, ou il peut être intégré à un autre produit.
Donc, la question de savoir s'il est mis sur le marché indépendamment ou non, ou s'il est intégré à un produit ou pas, ici, ne va pas forcément jouer sur la qualification tant que, il va remplir ces conditions vis-à-vis de la législation de l'Union européenne. Sur la notion de composant de sécurité, parce qu'on a vu que ça peut être un produit ou un composant de sécurité d'un produit lui-même couvert par la législation. Donc, qu'est-ce qu'un composant de sécurité? Euh, Pareil, c'est la même définition que je viens d'évoquer. Et ici, en fait, c'est une définition autonome, c'est-à-dire que c'est une définition que l'AI Act ici va, va donner et qui porte sur un sens indépendamment d'autres définitions que nous pouvons voir dans d'autres législations ou ailleurs, par exemple dans la législation d'harmonisation de l'UE ou autre. En fait, c'est l'AI Act qui va venir donner cette définition et par rapport à tout le reste de ces articles, c'est cette définition-là qui est la source de vérité unique, si je peux dire ça comme ça, et pas d'autres définitions du terme composant de sécurité qu'on pourrait voir ailleurs. Donc, il faut toujours revenir à celle-ci. C'est important dans l'interprétation que pourrait en faire ensuite la Commission ou bien la CGUE dans une autorité, dans une interprétation un peu à autorité. Euh, mais important de garder en tête que c'est vraiment cette définition-là à laquelle il faut revenir. Et de cette définition découlent deux scénarios selon lesquels un système peut être défini en tant que composant de sécurité d'un produit. Ça peut être d'abord la fonction de sécurité elle-même. Donc, le système, en fait, va avoir une destination. On revient encore à la destination, à la finalité prévue du système, ou intended purpose en anglais. Et ici, la destination prévue du système est celle de prévenir ou atténuer des risques pour la santé ou la sécurité ou les droits fondamentaux d'un produit. Donc, vraiment, sa destination elle-même est faite, est prévue pour finalement une fonction de sécurité dans le sens où elle va atténuer les risques ou même prévenir les risques qui peuvent découler de ce produit, de la mise sur le marché de ce produit ou de l'utilisation de ce produit. Donc, c'est un critère qui vient ici se baser sur l'intention, sur la destination du système. Que le fournisseur va devoir définir comme nous l'avons déjà évoqué. Donc ici, il faut aller regarder la documentation, les supports commerciaux, les instructions d'utilisation, etc. Ou alors, un second scénario pour dire que ce système est un composant de sécurité, pardon, d'un produit, c'est lorsque la défaillance ou le dysfonctionnement de ce système peut mettre en danger la sécurité ou la santé des personnes ou des biens. Donc en fait, ici, on ne cherche pas à savoir c'était quoi la destination, c'était quoi l'intention, la destination prévue, mais plutôt quelle serait la conséquence d'une défaillance ou d'un dysfonctionnement de ce composant-là. Donc, on est plutôt basé sur les conséquences, sur les résultats que pourrait avoir cette défaillance-là, euh, telle qu'elle pourrait compromettre la santé, la sécurité des personnes ou des biens. Donc, c'est plutôt une évaluation objective ici qui ne dépend pas forcément de ce que le fournisseur va déclarer, mais plutôt de ce qu'on va voir objectivement comme résultat. Et donc de l'architecture du système, plutôt technique, plutôt les modes de défaillance ici, plutôt que les documentations ou instructions, supports commerciaux. Donc c'est deux visions différentes, mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des scénarios alternatifs. Que l'on soit dans le scénario 1 ou le scénario 2, on peut considérer que nous sommes dans le cas de composants de sécurité d'un produit et donc, on remplit, si je reviens en arrière, cette première condition qui est le lien avec la législation d'harmonisation, parce que le composant de sécurité du produit, c'est le produit lui-même qui est couvert par la législation d'harmonisation de l'Union. Donc voilà, c'est le lien qui est établi ici, que ce soit le produit lui-même ou le composant de sécurité d'un produit, tous les deux couverts par la législation d'harmonisation de l'Union qui figure à l'annexe 1. Donc il y a plusieurs étapes en fait dans le raisonnement ici. Mais voilà, voilà pour la première condition. Alors, on a mis ici, et je ne sais pas si Jérôme l'avait mentionné, mais vous allez pouvoir télécharger le support de la présentation à la fin du webinaire sera disponible sur notre site, sur notre blog dastra.ue. Mais nous avons inclus quelques exemples pratiques de ce que la commission a pu inclure dans ce projet de ligne directrice pour savoir si
euh, on considère que c'est un produit, est-ce que c'est un composant de sécurité, est-ce que, voilà, dans quel scénario on se trouve, dans quel cas on remplit cette première condition, et pour savoir si c'est un système à haut risque ou Hmm. si, au contraire, ça rentre pas dans la définition. Vous voyez, c'est Définition. vraiment la question de safety, hein, de Oui, sûreté à la fin. C'est vraiment ça qui oriente un peu le sujet exactement. dans les produits. Hmm. Sachant que j'ai oublié de dire, c'est la petite remarque en jaune ici en bas, que on ne peut pas considérer que c'est des fonctions de sécurité dès lors que le système en fait aura une fonctionnalité d'optimisation de la performance, d'optimiser le confort, l'efficacité, ou simplement une fonction de quality control. Donc dans tous ces cas-là, on ne parle pas vraiment de fonction de sécurité. C'est juste un plus ou voilà, une couche un peu qui vient Hmm. s'ajouter à celle du produit qui est juste pour optimiser, pour donner l'efficacité. Donc voilà, c'est pour ça que ici, par exemple, dans le côté rouge, vous allez voir que dans l'optimisation des requêtes clients, qui est l'avant-dernier exemple, ici, pour optimiser les requêtes clients, le système va venir, par exemple, filtrer, trier les requêtes, etc. Ici, c'est une question de performance et on va pas Hmm. vraiment, il n'y aura pas de lien avec la sécurité euh, Il n'y a des pas d'impact personnes. de décision Voilà, potentielle de l'IA qui va avoir une atteinte à la vie humaine. Voilà. exactement. Un ascenseur où la maintenance elle est gérée par de l'IA, Exactement. là C'est oui, ça. mais effectivement, la recommandation de la musique dans un jouet connecté, non. Par contre, effectivement, vous avez un jouet connecté qui va peut-être avoir C'est ça. potentiellement de l'influence en écrivant des histoires ou en générant des images ou je sais pas quoi. Bah, il peut y avoir il peut y avoir des risques aussi sur la santé mentale de l'enfant, j'en sais rien. Et donc, vous voyez, ça, Exactement. c'est vraiment comme ça qu'il faut essayer d'approcher cette matière sur C'est la ça. safety, hein, vraiment toujours la destination. C'est la clé. Exactement. Donc voilà, quelques exemples pour si vous voulez revenir Mm. là-dessus. Ensuite, la deuxième condition qui était donc celle si on revient sur sur la slide d'avant, nous avons rempli donc cette première condition qui est le lien avec la législation d'harmonisation. Ensuite, cumulativement, il faut aussi remplir la seconde condition qui est l'évaluation de conformité par un tiers. Euh, et donc le produit lui-même doit faire objet de cette évaluation-là. Euh, Ici, en fait, c'est pas l'AI Act donc, qui va déterminer si le produit doit faire l'objet d'une évaluation ou pas, c'est la législation d'harmonisation applicable, donc c'est l'annexe 1, c'est toutes les lois qui sont listées dans cette annexe 1. Chacune va venir dire si il faut faire l'évaluation de conformité ou pas. Et en fait, c'est regroupé sous cette notion de savoir si le système est considéré en fait, à un design qui est une architecture qui est assez complexe ou qui pourrait présenter des risques plus importants en cas de non-conformité à la législation d'harmonisation. Donc, c'est des cas un peu spécifiques dont la non-conformité peut entraîner des risques un peu plus importants, un peu plus graves sur la santé, sur la sécurité, sur les droits fondamentaux. Mais dans tous les cas, ce n'est pas l'AI qui prévoit ça, c'est un renvoi à ces procédures qui sont sectorielles que la législation d'harmonisation va prévoir. Donc, l'EAC ne va pas créer de nouvelles procédures, il va renvoyer à celle-ci, euh, toujours dans son annexe 1, sachant que par rapport cette question en fait de charge supplémentaire que pourrait ajouter les Act sur une charge assez lourde finalement de ces produits très régulés. Sur cette question de réduction des charges, en fait, dans plusieurs articles, on retrouve cette notion dans les Act de pouvoir intégrer la conformité à l'AI Act dans des systèmes de gestion de risques déjà existants, dans des systèmes de conformité ou de programmes de conformité déjà existants, afin d'éviter en fait la duplication des efforts de conformité. Donc tant que on arrive à voir que les obligations principales ou bien les
oui, les points principaux que les actes abordent sont déjà couverts, par exemple, dans cette législation d'harmonisation, ou bien sont déjà présents dans les systèmes de prévention de risque, dans le programme de conformité de l'entreprise. Il ne s'agit pas ici de dupliquer des efforts, mais plutôt de savoir qu'on peut inclure tous ces points en fait, de conformité dans un même système. Et les actes ici le redit plusieurs fois dans plusieurs articles que c'est possible. Parce que finalement, l'objectif de ce règlement, ce n'est pas d'ajouter encore des normes au-delà de normes. Donc voilà, de créer une sorte de complexe réglementaire énorme sur les boîtes, mais plutôt de toujours avoir cette approche basée sur les risques, de savoir si le système, nous arrivons déjà à gérer les risques de ce système ou pas. Peut-être si c'est pas couvert sur les actes, c'est couvert ailleurs, c'est pas grave. Tant que on retrouve les principaux points de conformité, c'est OK du point de vue du règlement. Voilà. On va essayer Euh, d'avancer un peu, ouais, Leïla. Donc là, vous avez là, un c'est... récapitulatif, hein, Voilà. effectivement, qui redit exactement ce qu'on a évoqué juste là, hein. Ouais, Mm. exactement. Sur la seconde voie, j'irai peut-être un peu plus vite. C'est une autre voie selon laquelle on peut qualifier un système d'IA à haut risque. Et ici, c'est l'article 6.2. Et donc, c'est pas l'article 6.1, c'est le second paragraphe. Et c'est l'annexe 3, pas l'annexe 1, qui est important ici. Donc, c'est une lecture qui se fait conjointement entre l'article 6.2 et l'annexe 3. Ici, c'est disons, une vision un peu plus claire que les Acts donnent, parce que finalement, c'est vraiment l'annexe 3 qui va venir lister des use cases, des cas d'usage par secteur. Par domaine ou areas en anglais, qui vont venir déterminer si le système d'IA est inclus ou pas dans ces cas d'usage. Et s'il est inclus, dans ce cas, il est considéré être à haut risque. Toujours une liste exhaustive, mais qui peut évoluer uniquement par acte délégué, comme nous l'avons déjà dit. Euh, et donc, les domaines dont l'annexe 3, qui sont inclus dans l'annexe 3, pardon, c'est les 8 domaines que vous voyez devant vous. Euh, Sachant que ici, le critère important de la qualification reste la destination. Donc, comme nous l'avons déjà vu, ce n'est pas parce que on peut avoir un lien avec la biométrie que c'est automatiquement un système à haut risque. En fait, il faut toujours voir quelle est la finalité, quelle est la destination du système d'IA, Mm. et est-ce qu'elle correspond à un use case précis de l'annexe 3 ou pas. Donc voilà, biométrie, infrastructure critique, ça peut être pour les systèmes qui vont venir aider à filtrer les demandes de visa, les demandes de séjour, d'un point de vue administratif d'un État. Donc voilà, voici les 8 domaines que vous voyez devant vous. Sur les principes toujours horizontaux, parce que la Commission ne peut pas, dans ce projet de loi de ligne directrice, rentrer dans les détails de tous ces domaines, bien qu'elle ajoute des exemples, qu'elle clarifie, bien sûr, chacun de ces secteurs, mais c'est pas non plus là où on aura la totalité des exemples et des nuances, etc. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramène des principes horizontaux qui vont être applicables à tous les cas d'usage de cette annexe 3. Le plus important à retenir, c'est que l'implication humaine ici, ce n'est pas un critère de classification. En fait, le niveau d'implication humaine dans le système d'IA ne va pas changer la qualification du système à haut risque ou pas. En fait, l'oversight ou le critère, l'implication humaine, c'est une exigence de conformité et pas un critère de classification. C'est-à-dire que ici, le fournisseur ne peut pas baisser le risque d'un système d'IA uniquement en ajoutant une exigence de contrôle humain sur le système. Ça fonctionne pas comme ça. C'est une obligation qui vient un peu a posteriori, si on peut le dire comme ça, mais pas vraiment un critère qui va aider le fournisseur à sortir de la catégorie de système d'IA à haut risque. Euh, voilà, il y a quelques autres principes horizontaux ici, comme celui aussi de la structure complexe que peuvent avoir certains systèmes d'IA.
typiquement les agents d'IA. mm, S'il y a plusieurs systèmes ou plusieurs outils d'IA qui forment ensemble un système dont les décisions, en fait, dont les sorties peuvent avoir une influence sur les droits fondamentaux, sur la santé, sur les sécurités, en fait, on va les traiter ici comme un seul système mm. sous la classification de haut risque. Euh, on ne peut pas prendre chaque architecture fragmentée toute seule pour essayer de contourner un peu cette qualification. La commission ici, elle dit que non, on va éviter ce contournement, on va vraiment prendre le tout comme un seul système. Voilà. Euh, et à savoir qu'il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de filtre, ou filter mechanism, qui va venir s'appliquer uniquement dans cette voie, donc ça ne s'applique pas dans la voie 1 que nous avons évoquée ensemble, mais uniquement dans celle-ci qui est l'annexe 3, les use cases de l'annexe 3, et qui va être un moyen d'exemption en fait de la qualification. Donc c'est-à-dire que si le système d'IA à haut risque est inclus dans les use cases de l'annexe 3, euh, il y a une sorte d'étape a posteriori qui est le mécanisme du filtre, qui va venir dire que si on remplit les conditions de ce mécanisme-là, eh bien, le système n'est plus qualifié de système d'IA à haut risque. Voilà. C'est toujours la Euh, même chose de la destination. C'est-à-dire que s'il y a un enjeu sur la ouais, sécurité, sur un droit fondamental, c'est dedans. Mais en fait, ces filtres-là, ils vont concerner des systèmes d'IA qui ne vont pas produire d'effets ou avoir de décision sur justement un droit fondamental. Et typiquement, on a ici quatre cas hein, d'une tâche procédurale étroite, c'est ça. l'amélioration d'une activité humaine achevée, la détection de patterns additionnels ou une tâche préparatoire. Ces quatre cas, alors on a un peu le détail qu'on peut aborder, mais Oui, l'idée oui, ici, c'est que vous voyez bien que en gros, ce sont des cas où il n'y a pas de décision importante qui est prise par le système d'IA. Il n'y a pas c'est ça. d'influence même importante sur une prise de décision Exact. qui va être déterminée pour un humain. Vous avez un cas où vous allez avoir un système d'IA qui va peut-être faire un contrôle de cohérence par rapport à une prise de notes de réunion sur un sujet qui peut avoir de l'influence, ben en fait, si on reste purement dans du contrôle de cohérence par rapport à quelque chose qui s'est vu par le passé, vous voyez, eh ben en fait, le système d'IA ici ne va pas avoir C'est ça. d'interaction, d'influence suffisamment forte pour pouvoir être considéré. Donc, on va rentrer dans ces systèmes de filtres, de systèmes d'exemption, tout Oui, simplement. Hein. Ce sont des conditions d'exemption de rentrer dans les systèmes d'IA. Alors attention, c'est toujours dans la nuance. Où est-ce qu'on va essayer de se situer là-dessus? Il faut évidemment que toujours avoir en tête à quel niveau on se situe. Et alors, oui, les lignes directrices donnent des exemples un peu pour nous aider à c'est ça. catégoriser ces systèmes. Sachant que c'est des conditions alternatives, donc il ne faut pas avoir les quatre Mm, réunis cumulativement, mais c'est une de ces quatre qui peuvent exactement. Mm, déclencher ce mécanisme de filtre et donc être exempter le mm, système de la qualification de système d'IA à haut risque. Ici, on vous détaille dans ces deux slides les conditions, en fait, les détails de ces conditions-là, pardon, ce que ça inclut, ce que ça n'inclut pas et quels exemples peuvent aider à comprendre c'est quoi une tâche procédurale étroite, c'est quoi l'amélioration d'activités humaines déjà achevées. Donc, voilà, un peu plus de détails sur ces conditions-là pour savoir quand est-ce qu'elles s'appliquent vraiment pour activer ce mécanisme de filtre. Et la dernière idée sur ce mécanisme-là, en fait, c'est que même si une de ces quatre conditions sont appliquées est réunie, donc parce qu'il y a une des quatre qui suffit, euh, le mécanisme de filtre ne va pas s'appliquer si on tombe dans un cas de profilage donc de profiling. Donc et ici les actes renvoient d'ailleurs à l'article 4 du RGPD, donc qui mm. définit 4.4 du RGPD qui définit le profilage. Mais dans le cas où les conditions du profilage sont réunies, donc si c'est un traitement automatisé, si ça porte sur des données personnelles, si ça et le plus important c'est que ça évalue des aspects personnels d'une personne physique, donc un comportement, une situation, une préférence particulière. Si on réunit, si le profilage on arrive à dire qu'on tombe dans un cas de profilage, dans ce cas, le mécanisme ne s'applique pas. Donc, c'est comme une exception à l'exception. Finalement,
euh, un stop à ce mécanisme-là dans le cas de profilage. Donc, c'est comme un blocage à ce mécanisme. Euh, Vous avez beaucoup le cas, dans le cas des systèmes RH, là, vous avez un exemple qui est tiré exactement, aussi oui. des guidelines Oui, sur le profilage de oui, recruteurs, par exemple. Et effectivement, en fonction de... exact. quand on va avoir des personnes, finalement, qui vont faire l'objet peut-être de ce contrôle qualité, mais in fine, on va arriver sur ce système de profilage, eh bien, on va être dans l'exception. Et ça, c'est vraiment important aussi de savoir parfois à qui ça s'applique, y compris sur la qualité de personne physique ou de personne morale. Et vous avez aussi Oui, des précisions qui sont apportées au niveau des lignes oui, directrices. Alors, on va peut-être pas juste évoquer, mais peut-être pour information, non, vous avez des cas où ben, vous avez des entrepreneurs, vous avez des personnes morales, physiques qui sont en fait c'était agissent à là. titre individuel. Oui, Et effectivement, dans ce cas-là, eh bien, il faut toujours avoir en tête qu'on peut rentrer dans les cas de profilage de personnes individuelles. c'est ça. Il y a des contre-exemples. Si jamais on utilise des données, mais uniquement dans un système purement financier, par exemple une évaluation Exact. financière de la solvabilité d'une entreprise, y compris si c'est un avocat à titre individuel, un entrepreneur à titre individuel, un freelance, etc., eh bien, on ne sera pas dans dans cette acception de personnes physiques. Exact. Donc, vous voyez, cette nuance, elle est toujours à chaque fois, mais finalement, à quoi ça sert et quel est Oui, le risque c'est pour ça. l'individu derrière? Toujours. C'est pas parce que le mécanisme de filtre s'applique et qu'on n'est pas dans le cas d'un système d'IA au risque qu'il n'y a aucune obligation qui s'applique, parce que la commission et les actes, mais la commission ici dans ce projet de ligne directrice vient clarifier ou vient rappeler que même si le système n'est pas considéré à haut risque après l'application de ce mécanisme de filtre, il reste qu'il y a deux obligations qui subsistent en fait qui est la documentation que le fournisseur doit fournir avant la mise sur le marché. Et on détaille ici ce qu'il faut que ce que la documentation pardon, doit inclure et l'enregistrement dans la base de l'Union européenne des systèmes quand même. Il y a une sorte de traçabilité ici des systèmes qui sont exemptés. C'est pour éviter en fait de contourner toute obligation de l'AI Act que on vient préciser cela sachant que parfois le mécanisme de filtre pourra être utilisé d'une manière un peu, pas abusive, mais peut-être qu'on va faire en sorte qu'on tombe dans une des conditions du mécanisme de filtre uniquement pour contourner la qualification de système à haut risque. Donc ici, on précise que l'autorité peut évaluer elle-même, l'autorité de surveillance, dépendamment du cas dans lequel on est, peut évaluer la classification et imposer une mise en conformité ou bien même sanctionner un fournisseur qui aurait abusé de ce filtre uniquement pour contourner les obligations. Donc, voilà. On vous fait un petit récap de ce qu'on s'est dit sur cette voie 2 que vous pouvez consulter sur les slides. Ensuite, un petit récapitulatif de ces différentes voies, comme une sorte d'arbre de décision finalement sur la classification du système à haut risque, que vous pourrez consulter plus tard. Quelques points de vigilance juste pour terminer. Jérôme, si tu veux Hmm. les Oui, évoquer alors, rapidement. très important, effectivement, ce que vous avez bien, ce qu'on essaie de bien aussi souligner depuis le début, c'est que cette classification des systèmes d'IA à haut risque dépend toujours de la destination du système d'IA, de l'objectif. Et Mhm. concrètement, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est la finalité dans les traitements, c'est le cas d'usage. Donc, documenter à chaque fois l'objectif du système d'IA y compris essayer d'avoir le système d'IA dans un ensemble, si vous avez une suite d'agents IA qui vont fonctionner. Donc pensez toujours le cas d'usage, à chaque fois à quoi ça sert, comment il fonctionne ce système d'IA, mais surtout à quoi il va servir, parce que c'est vraiment ça l'élément déterminant. Vous allez Exact. pouvoir vous aider des éléments qui viennent du fournisseur, c'est-à-dire que le fournisseur vous fournit de la documentation, que ce soit dans sa documentation technique, que ce soit dans le contrat, que ce soit dans différents éléments, ou
ou il va vous expliquer ben, à quoi il sert mon système d'IA, à quoi il est destiné ce système d'IA. Donc ça peut être dans ces matériaux qui sont donc à la charge du fournisseur. Et c'est ça qui va vous aider. Et ensuite, il faut le documenter dans un registre. Ensuite, vos systèmes que vous avez déjà déployés, qui sont déjà existants, et il y en a déjà, vérifiez que ceux-ci ne tombent pas dans les catégories qui sont soit donc de l'annexe 1 sur les produits, ici on est vraiment sur de l'industrie, du physique la plupart du temps, et puis ensuite qui ne sont pas dans des cas d'usage. Pensez évidemment au recrutement. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous va retrouver le plus facilement, le plus communément dans toutes les entreprises. Les systèmes d'IA en charge donc de la gestion des employés dans les entreprises donc peuvent tomber facilement dans la classification au risque. Mhm. Ici, c'est important d'avoir en tout cas au moins cette vision et puis d'essayer de travailler avec les fournisseurs pour que eux-mêmes puissent apporter cette documentation pour vous aider à le faire. Et puis bon, voilà, sachez que en tout cas, c'est des éléments nouveaux, donc ça peut arriver qu'ils mettent un peu de temps à vous les apporter, mais en tout cas, il faut être dans cette démarche. Ensuite, vous avez, n'oubliez pas aussi que c'est un sujet de contrôle de la CNIL cette année. Ensuite, il faut évidemment surveiller ces guidelines, c'est encore le projet. Elles Mhm. vont aboutir à une version finale donc, dans les prochaines semaines. Je crois que la C'est le deadline 23 pour juin, répondre, la c'est le clôture. 23 juin. Donc, Ouais. vraisemblablement, au cours de l'été, peut-être en septembre, on aura une version complètement définitive. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être amenée à évoluer non plus. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont amenées à évoluer. L'IA, ça évolue beaucoup. Les cas d'usage, la réglementation, vous l'avez vu. Yes. Donc, surveiller, mettre à jour, ça c'est important. Le AI Office, d'ailleurs, fournit aussi une plateforme qui s'appelle le Service Desk, qui est intéressant, qui permet un peu d'agglomérer un peu l'ensemble de la documentation Mhm. que la commission fournit sur le sujet. Donc, vous pourrez les regarder aussi, elle est intéressante. Et puis, évidemment, se, se, se renseigner auprès des entreprises, des fournisseurs spécialisés. Et enfin, identifier à chaque fois qu'est-ce que vous devez faire maintenant que vous avez votre système d'IA qui est classifié en tout cas en termes de haut risque. Eh ben, c'est Mhm. quoi ce qu'on doit faire derrière? Donc là, encore une fois, c'est maintenant c'est bien, mais pourquoi est-ce que c'est un enjeu très important cette classification? Parce que derrière, il y a tout un certain nombre d'obligations qui sont importantes, gestion des risques, la gouvernance donc des données, de la qualité. Vous devez aussi faire de la documentation technique, assurer une transparence, de la robustesse des éléments, gérer des logs et ainsi de suite sur le système d'IA. Donc ça, c'est des éléments essentiels qu'il faut anticiper. Donc anticiper déjà quels sont nos cas d'usage et ensuite évidemment on va avoir des lignes directrices qui vont apporter un peu plus de Séparé. détails Ouais. sur ces éléments-là qui devraient arriver. Je pense qu'elles sont déjà en préparation, évidemment, et donc elles vont arriver au fur et à mesure que les travaux de la commission avancent. En tout cas, c'est des choses qui aujourd'hui commencent à se décanter et c'est plutôt une Mm. bonne chose pour nous. Et puis c'est sûr qu'avec l'omnibus, les délais sont un petit peu reportés, mais ça ne veut pas dire que il faut rien faire d'ici là. En tout cas, il faut commencer par cartographier pardon, les systèmes d'IA comme nous pouvons le faire dans Dastra. Savoir déjà répondre à ces questions de qualification, que ce soit au risque limité, ou voilà, les différentes catégories de Act, pour déjà être au clair sur les catégories et ensuite avoir le temps de mettre en place les obligations, voilà, la mise en œuvre un peu pratique de tout ça. Voilà. Et bah, Eh ben, merci Leïla, on est arrivé au terme de cette présentation. Euh, alors, est-ce que vous avez quelques questions qui arrivent? Alors, on a peut-être une première question sur la date potentielle du vote final de l'omnibus. Bah, écoutez, la deadline, je veux dire, pour que le texte soit vraiment effectif, ce serait avant le 2 août 2026. Je pense que l'objectif de la commission, c'est de passer ce texte avant le 2 août 2026, avant les vacances, avant tout ça. Donc vraisemblablement, probablement peut-être fin juin. En tout cas, c'est allé assez vite, peut-être plus vite que ce qu'on pouvait attendre. oui, ça allait plus vite, oui. Euh, donc, euh, dans l'idée, c'était vraiment au jour près, mais ici, on voit que ça va un peu plus vite, que l'accord est passé, donc il n'y a pas de raison que ça n'avance pas là-dessus. Donc c'est
plutôt bien pour nous tous, parce que ça permet de mieux préparer les choses, et en tout cas aujourd'hui déjà d'être en confiance aussi sur toute l'IA qui arrive dans l'organisation. Voilà, sachez aussi que évidemment ça c'est extrêmement important d'avoir en tête ces notions. C'est pour ça que nous on dit toujours aux personnes en charge, aux DPO, eh bien de s'acculturer sur le sujet, Mhm. de pouvoir être en mesure de challenger parfois, de savoir finalement quel est le curseur important pour qualifier ces systèmes d'IA et puis pour en parler aussi avec vos équipes, les développeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà. Et sachez que finalement, l'angle d'attaque toujours de ces réglementations, elle est toujours l'approche par le risque. Et l'approche par le risque, il est C'est toujours ça. finalement, c'est comment est-ce que j'ai un risque? C'est toujours si jamais j'ai quelque chose qui m'arrive. Et comment est-ce que quelque chose peut m'arriver? C'est si quelque chose est destiné à faire quelque chose qui doit m'arriver. Donc, c'est vraiment toujours cette question, c'est à quoi ça sert? Ouais. Toujours ça, le curseur. Et C'est pas tellement la technologie en tant que telle, c'est plutôt le risque par le à quoi ça sert. c'est ça. Et pour répondre à la dernière question, effectivement, le support va être disponible sur notre site, sur le blog d'astra.ue dans l'après-midi. Il y aura également un lien pour le replay du webinaire dans le même, dans le même lien du blog. Voilà. Euh, Eh ben, merci à tous, merci Leïla, bravo Merci pour Jérôme, tout ce merci à travail tous. et à bientôt pour un webinaire et n'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus sur la gestion de l'IA et comment le Avec faire avec Dastra. Dastra. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.